On va faire avant de retrouver tout à l'heure le ministre, puisque cette journée s'achèvera bientôt, retrouver l'essayiste Irène Grenet, qui va nous faire plaisir de prendre un petit peu de recul justement, avant de reparler d'innovation et peut-être des grands projets qui nous intéressent avec Jean-Noël Barrot tout à l'heure. Les nouveaux rêves donc, de la pub avec un consommateur émancipé, c'est Clara Schmelk, la journaliste Clara Schmelk, qui va donc interviewer Irène. Bonsoir à toutes les deux, bienvenue. On peut vous encourager avec de la musique et les applaudissements. Merci. Alors, on va prendre un peu de recul sur toute cette journée et essayer de s'envoler un peu. On parlait de 7e ciel, et bien nous y voilà, dans les rêves de la publicité. Ça fait une excellente transition. Et Irène Grenet est l'autrice du livre « La publicité dans le monde nouveau, vendre du rêve à l'ère du sérieux ». Donc c'est un livre qui a été publié en 2022, donc très récent. Bonjour Irène. Alors, quand vous parlez dans ce livre d'un consommateur émancipé, de quoi s'agit-il ? Déjà, bonjour Clara, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là et de clôturer presque, parce que je crois qu'il y a quelqu'un de très important qui vient après, mais cette journée très, très intéressante. Alors effectivement, le consommateur, enfin le émancipé, il y a plusieurs termes que j'ai donnés. Si vous voulez, je pense qu'on peut considérer qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé, enfin, ce que je n'ai pas suivi tout, mais quand même une partie. On a parlé de parcours client, de comment fidéliser son client à partir de l'amélioration du parcours utilisateur. On a parlé de la connaissance du client dans un monde notamment post-cookie tiers. Donc tout ça, c'est un aspect des choses. Et puis on a parlé aussi beaucoup d'urgence environnementale. On a parlé de la capacité de concilier la performance des campagnes avec les objectifs du développement durable. Donc en fait, pour moi, le consommateur émancipé, c'est vraiment ces deux aspects, c'est ces deux révolutions, c'est les deux facettes de cette émancipation. La facette digitale, on la connaît, elle a été réévoquée d'ailleurs là à l'instant à propos du printemps. Le monde digital, la révolution digitale, je ne sais pas si on peut encore parler de ça, mais elle a complètement révolutionné, elle a complètement, comment dire, transformé le rapport de force entre la marque. On peut parler de ça puisque le Web 3 seulement émerge, donc finalement la révolution digitale. Oui, on peut encore, tout à fait. Tout à fait. Elle a, on va dire, voilà, renverser le rapport de force entre le consommateur et les marques. Globalement, le consommateur, il est devenu impatient, intransigeant, il veut tout de suite, il veut une solution plus qu'un bien et un produit, une solution de transport, une solution de bien manger. Un service, il veut une expérience. Il veut une expérience, on en a beaucoup parlé également, et surtout, il a les moyens de le faire. Et autre élément de cette émancipation qui est extrêmement important, c'est qu'il a la capacité, dans ce monde digital, de parler directement de la marque, ce qui est évidemment une transformation majeure, puisque les marques n'ont plus le monopole du discours sur elles-mêmes, à travers la publicité ou autre. C'est évidemment les avis des consommateurs, les influenceurs auxquels on s'identifie. Donc voilà, la consommation est devenue une chose beaucoup trop sérieuse pour être laissée aux publicitaires. Finalement, donc ça, c'est le premier. Est-ce que vous diriez que c'est un processus de démocratisation du discours qui n'appartient plus seulement... démocratisation, c'est une très bonne chose. Cette émancipation, c'est certainement une très bonne chose. En tout cas, c'est une donnée. Et si vous me permettez, il y a un deuxième élément qui est très important aussi, c'est cette prise de conscience et qui a été abordée aussi aujourd'hui de l'urgence environnementale. Pourquoi ça concerne le consommateur? Parce que ça change finalement le statut de la consommation. Le statut de la consommation, on parle traditionnellement d'une consommation identificatoire. C'est ce qui nous inscrit sociologiquement, d'un point de vue social, économique dans la société. En gros, à fur et à mesure qu'on augmente les échelons de la société, on obtient une voiture de la catégorie supérieure. Voilà, ça c'est le marketing à travailler sur ces leviers d'identification pendant des décennies. Là, avec la prise de conscience environnementale, le statut de la consommation est véritablement en train de changer. Évidemment,
c'est progressif. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en consommant, alors en consommant bio ou pas, en prenant les transports en commun ou en allant en voiture, en achetant un livre sur Amazon ou bien dans une librairie, on est dans une fonction agissante, ce que j'appelle je consomme donc j'agis, et c'est un élément qui est extrêmement important. Alors évidemment, on est dans une crise importante, qui est celle, on y reviendra peut-être, du pouvoir d'achat. Hein. Il y a une période d'inflation qui fait que ça brouille un petit peu, disons, cette deuxième révolution, mais c'est un élément essentiel de l'évolution et de l'émancipation du consommateur. En quelque sorte, on a l'impression que la compote bio, c'est le nouveau steak frites de Roland Barthes. C'est tout à fait ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le steak frites de Roland Barthes, il était vu comme justement une mythologie et précisément cette société de consommation du rêve à partir de laquelle, ce que j'évoquais, de l'ancien monde, de la société, ce qu'on a appelé la société moderne, par opposition à la société postmoderne. Là, dans le steak frites, quand il est revenu dans le débat à l'occasion de l'élection présidentielle, c'était plus du tout sous une forme mythologique, c'était sous une forme véritablement militante. C'était presque une dissection sociale, au contraire. Tout à fait, c'était une forme, encore une fois, de militantisme, alors voilà, ou pareil sur le barbecue, ou sur tous les débats qui ont eu trait à ce qu'on avait dans notre assiette. Alors, qu'est-ce que toutes ces mutations, ce processus historique en fait et économique, induisent pour le secteur de la publicité et de la communication qui est le nôtre ? Alors, la publicité et la communication, pardon, elles doivent tenir compte de ces changements, ces deux révolutions que j'ai un peu hâtivement évoquées. Je pense qu'il y a deux sujets qui ont été évoqués là encore toute la journée, qui sont le sujet de l'attention, d'une part, comment capter l'attention, et là, le sujet de la une table ronde ce matin. Tout à fait, sur l'attention, la mesure de l'attention. Alors, la mesure de l'attention, des sachants ici bien plus perspicaces que moi, mais je sais, pour avoir travaillé longuement dans le secteur, que c'est un sujet d'études, de mesures. On fait appel aux neurosciences, et d'ailleurs il y avait aussi un atelier sur les neurosciences. Donc c'est un sujet qui est d'ailleurs tout à fait passionnant. Ce que je voudrais simplement dire sur ce point, c'est que c'est combien il faut se rendre compte qu'on est quand même dans vraiment un monde nouveau de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est dans un renversement total par rapport à la publicité de masse, aux médias de masse qui existent encore, mais qu'on a connu à travers la télévision, la radio, même l'affichage, où véritablement la publicité et la communication s'imposent partout à tous. Ici, là, vraiment, l'idée de l'attention, c'est qu'on est vraiment dans cette idée de capter un utilisateur, c'est une véritable bataille de contenu sur un écran digital qui est absolument submergé par une hyper-offre, et on est véritablement dans un autre monde. Et il y a un enjeu d'adressabilité qui est de plus en plus fort. Voilà, en fait, on est passé vraiment, la formule consacrée en publicité, c'est de toucher la bonne personne au bon moment. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est très intéressant, c'est que ça change beaucoup de choses pour la publicité. Ça change les formats, on n'a pas le temps d'y revenir, mais c'est l'analyse des formats et l'analyse des créations est quelque chose d'absolument passionnant. Et ça change aussi le rapport qu'a la publicité à l'espace public. Tout simplement, l'espace public, en gros, dans la publicité digitale, toute l'audience est utile, il n'y a pas d'audience perdue, entre guillemets, mais ça veut dire aussi que les autres ne voient pas la même chose que je vois. Et quand on a critiqué pendant des décennies la capacité, entre guillemets, de la publicité à façonner des imaginaires, je pense que cet élément-là, il est extrêmement intéressant à prendre en compte. Est-ce qu'on peut dire que dans 10 ans, il n'y aura peut-être plus d'imaginaire universel ? Oh là, je n'irai pas jusqu'à faire des prédictions de cette sorte. Ce que je voudrais évoquer, mais ça rejoint, c'est ce sujet de la crédibilité, parce que c'est tout à fait lié. On disait tout à l'heure que si le statut de la consommation change, si le consommateur, finalement, il veut tout savoir sur le produit, sa traçabilité, son origine, ses conditions de production, ses conditions de livraison, il n'est plus du tout dans une dimension de rêve et d'imaginaire, précisément. Et ça, c'est un élément dont
publicité et la communication doivent absolument tenir compte. Oui, puis anticiper. Oui, le seul problème, c'est que... Et d'ailleurs, c'est une parenthèse, je fais une incise sur ce sujet dans mon ouvrage, c'est on arrive finalement à une valeur, une définition de la valeur qui est celle de Marx, qui considérait finalement que la valeur de la marchandise, c'était la somme du travail coagulé qui avait consisté, disons, à la production de cette marchandise. Et contre quoi l'économie capitaliste était celle de la fétichisation de la marchandise. La publicité et le travail des marques, c'est précisément la fétichisation de la marchandise. Et là, dans cette demande de crédibilité, dans cette demande d'information, de surenchère d'informations fonctionnelles sur le produit, on revient finalement au rêve de Marx. Au rêve ou simplement à la façon philosophique de penser la valeur? Tout à fait, avec un risque qui est, et que j'aborde aussi dans mon livre, que la publicité devienne informative. Et là, on prête le flanc à toutes les questions de mention légale, qui est un très gros combat quand on travaille dans la publicité. On a parlé aussi beaucoup aujourd'hui. Qu'on a parlé absolument aujourd'hui. Comment faire pour articuler une création avec des mentions légales qui sont de plus en plus fourmies. Et puis, on est un peu les champions en France sur ce sujet-là. N'empêche qu'il y a une certaine légitimité aux mentions légales si on considère que la pub est informative, ce que je ne crois pas. Alors, une dernière question. Vous l'avez dit, l'attention, c'est vraiment ce qui est très important. Et la data, parlons un peu de la data. Quelle est la responsabilité du secteur, selon vous, sur la question de la protection des données personnelles? Alors, bon, c'est le gros sujet. Alors, il y a la RSE, il y a la data. En gros, je pense que les deux sujets du secteur, qui ont été d'ailleurs beaucoup abordés aujourd'hui, mais la grande responsabilité, vous avez raison de le dire comme ça, c'est cette question des données personnelles. Donc, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension d'un droit qui évolue, voilà, qui a été abordé dans un contexte qui est de plus en plus complexe. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que le marketing, il est né à peu près dans les années 50 et il a toujours reposé sur la connaissance du consommateur. Par définition, c'est le principe de la segmentation client. Il y a une formule de Jean Baudrillard que j'aime beaucoup, c'est que l'homme est devenu objet de science pour l'homme quand les voitures sont devenues plus difficiles à vendre qu'à produire. Donc on s'est toujours intéressé à ce que l'individu pouvait laisser comme trace de comportement socio-démographique, géographique dans le marketing. Là, incontestablement, là encore, tous les exemples de la journée l'ont montré, on change complètement de paradigme. C'est-à-dire qu'on a des capacités de calcul, des coûts de stockage qui ont baissé, des capacités de calcul absolument invraisemblables, une sophistication du ciblage qui est considérable. Donc c'est toute la question de l'évolution du droit. Il y a eu beaucoup d'ateliers là-dessus, j'y reviens pas. Et quand on travaille dans la publicité, c'est un sujet majeur. Moi, ce que je voudrais dire aussi, il y a plusieurs choses que je voudrais dire là-dessus, sans revenir sur ces sujets juridiques. Il y a une première chose qui est que, incontestablement, c'est une question de pacte avec le consommateur pour les marques. On est au-delà, ce que j'entends, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est au-delà, bien entendu, du suivi de la législation qui continue à évoluer au même titre que les technologies évoluent. Le vrai sujet, c'est celui du pacte avec le consommateur, et c'est basique de dire ça, mais ça reste une réalité absolue. On est dans une économie dans laquelle l'utilisateur finalement a une valeur transactionnelle lui-même à travers ses données personnelles. Donc il faut en tenir compte, et je pense que c'est une conscience absolue qui doit être celle de la sphère marchande. Il y a un deuxième point que je voudrais dire sur ce sujet-là. Alors là, peut-être sans jeter de pavé dans la mare, mais qui est une réflexion que j'aborde un petit peu dans mon livre aussi, c'est la façon de se demander dans quelle mesure finalement ces données, certes personnelles, mais qui sont finalement assez expurgées de leur contexte, de leur signification singulière, représentent véritablement la personne. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire le contraire de ce que j'ai dit, je ne suis pas du tout en train de dire que l'évolution de la réglementation, de protection de la privacy, de la protection des données personnelles n'est pas une nécessité démocratique, c'est une absolue certitude. Mais je me demande parfois s'il ne faudrait pas un tout petit peu dédramatiser ou en tout cas dégonfler
du point de vue de l'utilisateur le débat, en se demandant finalement si les algorithmes, c'est ce qu'on dit, est-ce que les algorithmes, quelquefois, ils sont un peu idiots, ils sont basés sur des comportementalismes assez simplistes. Et je pense qu'il y a aussi cette dimension qui n'est pas du tout prise en compte dans le débat public, de dégonfler un tout petit peu le sujet pour montrer la réalité de le caractère assez... la vacuité finalement du double statistique qui est le nôtre quand on donne nos données personnelles. Oui, parce que finalement, il y a presque une métaphorisation de ce moi statistique, les algorithmes, ça devient presque un marronnier dans la presse. Et en fait, l'objet publicitaire, la mythologie qui est derrière l'objet publicitaire est déplacée maintenant vers cette mythologie de la crainte, de l'algorithme. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a évidemment une protection nécessaire. Bien sûr, mais il y a aussi un fantasme. Du registre du merveilleux. Et je pense qu'il y a à celui du fantastique. Tout à fait, oui, tout à fait. Non, mais on retombe dans des tabous, ça pour le coup, qui sont... et la publicité est très, très, très bonne pour créer ces tabous, ces boucs émissaires, voilà. Mais sur ce sujet-là, je pense qu'une dédramatisation, alors ce sont des sujets tellement compliqués que le sujet n'est pas simple, mais on l'a vu aussi, par exemple, au moment de l'application Stop Anti-Covid. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez abordé dans le débat public. Il y a un enjeu de transparence aussi de la communication publique à cet égard. C'est plus, je dirais pas transparence, parce que là on va dans le sens précisément du fantasme de on nous cache, on nous manipule. Non, je pense que c'est tout simplement une question de pédagogie. C'est très compliqué. Un algorithme, expliquer comment, là il y a eu des exemples très, très, très clairs, mais c'est du comportementalisme. C'est navigation Internet égale achat. Bon, c'est simple, c'est pas pour autant qu'on a la connaissance de la personne dans sa singularité. Et en matière d'urgence climatique, puisque là c'est quand même un sujet qui nous préoccupe, quelle est selon vous la responsabilité du secteur vraiment à court terme, sans penser à des effets climatiques futurs? Alors, l'urgence climatique, donc, elle est complètement là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très facile de le dire, mais il y a 3 ans, dans ce genre de forum, celui-ci n'existait pas, mais dans ce genre de forum, on n'en parlait pas de la même manière. Là, aujourd'hui, elle est là, il y a une dimension irréversible et universelle pour toutes les industries. Donc, il n'y a pas, moi je dis souvent qu'il n'y a pas 30 000 paramètres pour jouer sur la neutralité carbone à l'horizon 2050. Il n'y a pas 50 façons de travailler les choses. Il y a la population, on ne va pas jouer sur la population, on est 8 milliards sur Terre, on était 2,5 milliards en 1950, donc voilà, on voit que c'est un sujet en soi, mais heureusement, ce n'est pas un des facteurs sur lequel il est prévu de jouer. Ensuite, il y a 2 autres facteurs, tout simplement, qui sont la production et la consommation. La production, globalement, c'est... tout l'enjeu, ce sont des choix collectifs, c'est essentiellement dans les mains des politiques publiques qui peuvent réglementer pour faire en sorte, en gros, d'utiliser moins d'énergie fossile, d'orienter l'innovation vers les alternatives, pour augmenter la durabilité des produits. Enfin là, on est dans le domaine de la norme, on est dans le domaine du choix collectif. Et il y a la consommation. Et c'est là... Cette question-là, elle est beaucoup, beaucoup plus complexe, j'ai envie de dire. Je ne dis pas que la question de la production ne l'est pas, mais la question de la consommation, elle est complexe. Pourquoi ? Parce qu'on ne légifère pas sur la consommation. Ou sinon, quand on légifère, on peut taxer. Ça n'a pas donné toujours les taxes sur les carburants récemment, c'est pas simple. Mais globalement, la consommation, si vous voulez, c'est un équilibre entre un désir d'achat et un pouvoir d'achat. Donc finalement, la norme, elle n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Et c'est là que je réintroduis l'idée de la publicité et du rôle, à sa modeste part, on est bien d'accord, mais qui pourrait être celui de la publicité, qui, le désir, c'est son business, la publicité. Le désir d'achat, voilà. Donc la question... C'est en cela qu'en fait, elle est une force d'équilibre, en fait, la publicité. Alors, force d'équilibre, je ne sais pas, mais en tout cas, force de... Elle a, disons, les moyens, si elle le souhaite, et je le souhaite, de la même manière qu'elle
d'orienter les désirs vers des nouveaux modèles de transport, des nouveaux modèles d'alimentation, éventuellement même de la sobriété énergétique, on ne sait jamais. Donc c'est pas sa raison d'être, elle est là pour faire vendre, mais elle peut participer et c'est sa responsabilité sociale. Voilà, c'est un enjeu, encore une fois, à sa modeste part. Merci beaucoup Irène. J'aurais peut-être une dernière petite question. L'année, là, on va bientôt être à la fin de l'année 2022. C'était une drôle d'année. C'était une année vraiment très particulière à plein de points de vue. Quelle tendance avez-vous identifiée et qui vous aurait marqué au regard du secteur de la publicité ? Alors, par parenthèse, j'ai quitté le secteur de la publicité récemment. Moi, je vais plutôt répondre, si ça ne vous dérange pas, sur la consommation, sur les tendances de consommation au regard des crises. Je trouve qu'on a vécu des crises protéiformes, multiformes, on les connaît, qui ont toutes eu un impact, disons, sur ces comportements de consommation qui sont passionnants, hein, qui sont vraiment totalement passionnants, et qui sont un peu contradictoires. Il y a déjà eu la crise sanitaire, le post-Covid, qui était un peu... c'était vraiment l'idée de ce monde nouveau. Hein. Moi, je l'ai écrit, ce livre, à ce moment-là, avec l'idée, finalement, qu'on entrait dans une nouvelle ère de ce consommateur émancipé, et que, finalement, qui a remis les problématiques de RSE au cœur du débat, et en tout cas, voilà... Ensuite, on a vécu une autre crise qui est celle, malheureusement, qu'on connaît un petit peu, qu'on connaît aujourd'hui, qu'on commence à connaître, avec une crise notamment marquée par des questions d'inflation et donc de pouvoir d'achat. Et là, incontestablement, c'est plus... le sondage IFOP dans lequel 13% des Français sont prêts à descendre pour militer, enfin pour sauver la planète, mais en revanche 51%, je crois, pour sauver leur pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment le retour à l'ancien monde, c'est vraiment la question de la fin de mois. Et donc c'est un peu contradictoire. En fait, il y a une tension extrêmement forte. Et il y a une troisième crise, je trouve. Alors, est-ce que c'est 2022 ? C'est certainement plus profond, mais que je trouve quand même extrêmement importante et extrêmement préoccupante. C'est celle qu'on a appelée la grande démission, ou en tout cas ce rapport au travail. Et je pense que c'est une question pour les entreprises qui est extrêmement forte. Et là, pour le coup, de même que la première, mais très différemment, elle remet les questions de sens, d'impact au cœur des stratégies d'entreprise. Et donc, je pense que cette année 2022, elle est un espèce de mix de crises. On ne sait pas trop où ça va, ce que ça va donner en termes de consommation, en termes, encore une fois, de stratégie d'entreprise. Mais je pense que c'est une année charnière et intéressante, même si quand même très douloureuse. Très douloureuse, et puis surtout qui donne lieu à des incertitudes, puisque là, en 2023, on ne sait pas comment la situation internationale va avancer. Bon, ça, il n'est pas question de faire des conjectures là-dessus. Mais c'est sûr que c'était une année assez étonnante. Plusieurs crises, des crises vraiment de nature différente, des crises dans la consommation, dans les comportements. Et alors, c'est paradoxal parce qu'on a vu aujourd'hui vraiment les mesures de la performance média de manière très fine, de manière scientifiquement toujours plus avancée. Et en même temps, on connaît une espèce d'incertitude globale sur les enjeux qui nous concernent tous, la consommation, le climat, la paix. Donc on est vraiment entre deux modes d'existence, en quelque sorte. Tout à fait. Merci beaucoup, Irène. Merci, Clara. Merci à tous.